Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission consacrée à la retraite. Les professionnels de santé libéraux doivent impérativement préparer leur retraite. C'est indispensable pour compenser la diminution des revenus. Pour répondre à nos questions, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Leclerc, fondateur de Prudentia Patrimoine. Bonjour Grégory Leclerc. Bonjour Christelle. Merci d'être avec nous. Alors nous allons parler des retraites et des solutions que vous proposez. Il y a les solutions traditionnelles, Madelin, PER, la défiscalisation immobilière. Et vous proposez une offre spécifique, la caisse personnelle de retraite et de prévoyance. Alors de quoi s'agit-il? Tout à fait. Merci avant toute chose pour votre invitation. Il faut savoir que ceci est le fruit d'un long travail d'analyse et de réflexion. Chez Prudentia Patrimoine, nous connaissons très bien l'environnement juridique, financier, réglementaire des professionnels de santé libéraux, qu'ils soient médecins, pharmaciens ou chirurgiens, puisque nous intervenons auprès d'eux depuis plus de 15 ans et que 90 à 95% de nos clients en sont issus. En examinant précisément la situation des professionnels de santé libéraux, et j'ajouterais sans avoir un objectif commercial en tête, nous sommes arrivés à la conclusion évidente qu'il y avait mieux à faire que les solutions que vous évoquiez précédemment. Pour comprendre, je vous propose de commencer par un constat très simple. Quel que soit son niveau de bénéfice, un professionnel de santé libéral va subir une pression fiscale et sociale d'environ 50%. En effet, les cotisations sociales obligatoires sont dégressives avec le niveau de revenu, c'est-à-dire que plus les revenus augmentent, plus le taux de cotisation diminue également. À l'inverse, plus les revenus augmentent, plus l'impôt sur le revenu augmente également. Prenons l'exemple d'un médecin célibataire. Pour un bénéfice de 80 000 euros, le montant de son impôt sur le revenu à payer va s'élever à 19 000 euros environ, ce qui représente un pourcentage moyen de 24%. Et pour 220 000 euros de bénéfice, ce montant d'impôt sur le revenu va s'élever à 80 000 euros. Et là, on monte à un pourcentage de près de 37%. On peut alors calculer la pression fiscale et sociale globale en pourcentage de son budget de rémunération, et c'est en quelque sorte son coût de fabrication de ses revenus ou de son épargne. Alors, j'entends bien tout ce que vous nous dites, mais à combien s'élève ce coût de fabrication concrètement? Alors, pour un médecin qui est en secteur 1, ce coût de fabrication va s'élever de 36 à 52% environ en fonction de son niveau de bénéfice. Et pour un médecin secteur 2, on va être entre 45 et 57%. C'est la raison pour laquelle j'évoquais tout à l'heure, à l'instant, le taux moyen de 50% environ. Ceci va nous permettre de déterminer par différence, finalement, son taux d'efficacité de sa rémunération, ce qui va correspondre à son revenu net, donc net de cotisation sociale et net d'impôt sur le revenu. Et ce taux d'efficacité, là encore, va s'élever entre 45 et 55% à peu près. Alors, je voudrais qu'on parle des pharmaciens et des dentistes. Est-ce que c'est la même chose pour eux? Ça va être sensiblement la même chose pour les pharmaciens et pour les dentistes, ce qui fait qu'au global, en conclusion, on sait que pour avoir 100 euros en net dans sa poche, un médecin, un pharmacien ou un dentiste va devoir dégager un bénéfice qui va être du double, plus de 200 euros. Et c'est fondamental d'avoir ceci en tête, puisque si un médecin décide d'épargner pour mettre de l'argent de côté en vue de sa propre retraite, par exemple sur un contrat d'assurance vie, il ne faut pas oublier qu'il va subir plus de 50% de pression fiscale et sociale à la source. Grégory Leclerc, un mot sur l'investissement immobilier. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pareil pour un investissement immobilier, puisque quand on réalise un investissement immobilier, il faut faire très souvent un effort d'épargne, puisque les loyers ne vont pas compenser intégralement le remboursement du crédit qui va être contracté. Et donc, sur cet effort d'épargne, là aussi, il va falloir faire finalement un effort qui va être le plus du double du montant en question. Et en réalité, ce sera même plus, parce que sur les loyers qu'il va encaisser, il va devoir dégager un revenu foncier imposable qui, là encore, lui, va générer plus d'impôts, sauf que pour pouvoir payer ce supplément d'imposition, il va devoir du coup travailler plus et générer encore plus d'impôts et plus de cotisations sociales. Et pourtant, combien de médecins ou de pharmaciens en amont ont pensé à cette situation avant de se lancer dans cet investissement immobilier? Finalement, peu d'entre eux y pensent au préalable. Grégory Leclerc, j'ai une question concernant l'impôt sur le revenu. Vous allez me confirmer, il n'y a pas de différenciation pour les prélèvements obligatoires entre les gains qui financent le train de vie familial, ceux qui servent à l'autofinancement du cabinet et ceux qui sont destinés à l'épargne personnelle, comme les placements donc pour la retraite ou l'investissement locatif. Oui. Est-ce que je vous ai dit des bêtises? Non, c'est exactement ça, et c'est la raison pour laquelle certains ont un peu l'impression de se retrouver dans une spirale infernale, puisque pour payer les impôts et les cotisations, ils vont devoir travailler plus, et plus ils vont travailler, plus ils vont de nouveau payer un surcroît d'impôts et de cotisations. Je suis d'accord avec vous, mais dans ces cas-là, que faut-il faire? Alors, c'est simple, en fait, il faut éviter de subir cette pression fiscale et sociale sur les sommes qui sont destinées à être épargnées. Mais il faut aussi éviter d'être aveuglé par les avantages fiscaux qui sont mis en place par le législateur.
Prenons l'exemple des contrats PER, plan épargne retraite, ou contrats Madelin, qui sont très connus des professionnels de santé libéraux. Certes, vous bénéficiez d'un avantage fiscal sur les versements, c'est-à-dire que les sommes que vous investissez ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu, mais en revanche, vous subissez quand même des cotisations sociales sur ces sommes en question, et cela peut représenter parfois plus de 40% en fonction du niveau du bénéfice exact du praticien. Enfin, à la sortie, les sommes en question qui ont été défiscalisées à l'entrée vont se retrouver imposées au moment où on va les encaisser. Et il y aura probablement une différence de taux marginal d'imposition entre la période en phase active et la période où on est à la retraite. On va probablement passer d'une tranche marginale d'imposition de 41 à 30%, mais ça ne fait une économie en réalité que de 11% des sommes qui sont investies. Et si votre assureur, au passage, a prélevé 3 ou 4% sur les versements, ce à quoi on peut ajouter les frais de gestion annuels qui s'élèvent entre 1, 2 ou 3% en fonction des supports, au global, sur une durée complète d'activité professionnelle, ça peut représenter des pourcentages très importants qui du coup viennent annihiler les avantages fiscaux auxquels vous avez eu droit. Et dans ces cas-là, vous, qu'est-ce que vous préconisez? Alors, nous, le postulat de départ est le suivant. Il est aujourd'hui impossible pour un professionnel de santé de choisir de ne pas cotiser au système de retraite de base et complémentaire. Alors, ceci n'est pas un droit, mais bien une obligation. Et je précise cela car on a vu par le passé certains professionnels de santé qui ont tenté de se désinscrire des systèmes obligatoires et qui du coup ont été rattrapés ensuite, allant même parfois jusqu'à l'intervention du huissier pour pouvoir récupérer les sommes qui n'avaient pas été réglées. Tout comme on ne peut pas décider de ne pas payer d'impôt sur le revenu. Alors, il faut éviter du coup que le bénéfice du praticien qui n'a pas vocation à être consommé, mais qui a vocation du coup à être mis de côté, il faut éviter que ce bénéfice subisse cette double ponction impôt sur le revenu et cotisation sociale. Et l'alternative simple qui existe depuis très longtemps maintenant, qui est possible depuis le 31 décembre 1990, c'est d'être assujetti à l'impôt sur les sociétés pour les professionnels de santé grâce à travers, j'allais dire, la société d'exercice libéral. Mais alors concrètement, est-ce que ça va changer des choses et si oui, comment? Alors ça va changer beaucoup de choses puisque, comme je le disais à l'instant, ils vont pouvoir à ce moment-là contrôler le niveau de leur rémunération imposable. En contrepartie, la SAEL étant assujettie à l'impôt sur les sociétés, on va subir de l'impôt sur les sociétés sur ce bénéfice qui n'aura pas été consommé, mais je rappelle que l'impôt sur les sociétés aujourd'hui n'est que de 15% jusqu'à un montant de bénéfice de 42 500 € et uniquement de 25% au-delà. Et quand on compare cette imposition de 15 ou de 25 au cumul de pression fiscale et sociale qui s'élève aux alentours de 50% comme on le disait, on réalise du coup des économies sur ces sommes qui ont vocation à être épargnées. Oui, mais dites-moi, il y a déjà beaucoup qui exercent en SEL, non? Alors oui, beaucoup d'entre eux exercent en société d'exercice libéral, mais en passant en société d'exercice libéral, on va déjà devenir actif et ça va permettre du coup de prendre des décisions que l'on n'aurait pas pu prendre quand on était en BNC. Alors toutefois, il faut bien voir qu'aujourd'hui, beaucoup de praticiens exercent en société d'exercice libéral, mais sur un ensemble de 700 000 professionnels réglementés, des professions libérales réglementées en France, seul un tiers d'entre eux exercent via une structure d'exercice. Il y a encore 2 tiers de professionnels réglementés qui exercent leur art sous la forme d'une entreprise individuelle. Et pour ceux qui exercent dans le cadre d'une société, on constate très souvent au sein du cabinet Prudential Patrimoine que encore beaucoup d'entre eux se comportent comme s'ils étaient en entreprise individuelle dans le cadre fiscal du BNC, puisqu'ils finissent par prélever in fine la totalité de leurs bénéfices et donc ils finissent par subir la même pression fiscale et sociale que s'ils étaient restés en BNC directement. Ou alors certains d'entre eux vont n'utiliser qu'une faible partie des avantages qui sont procurés par cette société d'exercice libéral. Par exemple en faisant un arbitrage de rémunération, entre rémunération et dividende, mais lorsqu'on fait les calculs définitifs, on s'aperçoit que les vraies économies ne sont que de l'ordre de 3 à 4% sur ce type d'arbitrage, donc qui ne sont pas très importants. Ou encore sur des conseils mal avisés, on a constaté ces derniers temps que certains d'entre eux ont essayé de faire en sorte que leurs dividendes ne soient pas assujettis aux cotisations sociales mais aux prélèvements sociaux. Ça c'est possible en fonction notamment du niveau du capital social que l'on prélève ou en fonction de la forme d'exercice. Mais là encore, lorsqu'on fait les calculs, on s'aperçoit finalement ceci n'apporte pas réellement d'intérêt pour le praticien. En bref, il faut en fait envisager un passage en société d'exercice libéral dans le cadre d'une approche globale et c'est la raison pour laquelle chez Prudentia, notre approche est totalement différente car elle va s'appuyer sur une étape préalable indispensable d'analyse complète chiffrée qui va prendre en compte la situation familiale, patrimoniale, personnelle et professionnelle du praticien et qui du coup va permettre de réaliser de vraies économies pour le praticien. Alors on va adjoindre à cette société d'exercice libéral ce qu'on appelle nous une société holding patrimoniale.
Une question, on a vu les différents cas de figure, mais concrètement, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous recommandez? Ouais. En fait, il faut vraiment s'interroger sur la situation exacte du praticien. Par exemple, est-ce qu'il rembourse des crédits pour sa résidence principale? Est-ce qu'il est propriétaire d'une résidence secondaire et que là encore, il rembourse des crédits? Est-ce qu'il a fait des investissements immobiliers locatifs qui nécessitent de réaliser un effort d'épargne régulier? Est-ce qu'il investit régulièrement sur un contrat d'assurance vie ou sur un plan épargne retraite? Bref, vous l'avez compris, l'objectif est de réduire le montant qu'il va avoir besoin de prélever pour faire face à ses besoins personnels réels. Mais s'il rembourse des crédits tous les mois, il va du coup devoir prélever plus d'argent que ses seuls besoins personnels et donc il faut trouver les solutions pour permettre de réduire du coup ces prélèvements mensuels qu'il va pouvoir réaliser sur la scène. Alors comment vous pouvez rendre possible tout ça? Eh bien, tout ceci articulé dans le cadre d'une vision patrimoniale globale va nous permettre de déterminer, par exemple, s'il faut vendre sa patientèle à une société d'exercice libéral. Est-ce qu'il faut, dans ce cas-là, du coup, grâce au crédit qu'il va contracter et grâce au capital qu'il va récupérer, est-ce qu'il va pouvoir, du coup, rembourser des crédits qu'il a à titre personnel? Et s'il rembourse les crédits qu'il avait à titre personnel, du jour au lendemain, il peut baisser ses prélèvements sur la société d'exercice libéral. Encore, par exemple, on va pouvoir regarder s'il a des biens immobiliers locatifs, s'ils sont toujours intéressants de les conserver dans son patrimoine. Si c'est le cas, est-ce qu'il ne faut pas envisager des solutions de revente à une société civile immobilière, par exemple, avec le même effet, là encore, de récupérer du cash à titre personnel pour solder des crédits qu'il pourrait avoir à titre personnel. Comme je disais, tout ceci s'inscrit dans une stratégie patrimoniale globale, avec prise en compte des conséquences aussi bien sur le patrimoine personnel, vis-à-vis de ses enfants également, vis-à-vis de son conjoint, dans un cadre de transmission successorale également. Bon, alors écoutez, tout ça, c'est très clair, mais j'ai une autre question. Que devient la trésorerie qui est dans la SEL? Alors, c'est une très bonne question. Vous avez raison, il faut bien faire quelque chose avec cette trésorerie, c'est exactement ça. Alors, je précise au préalable qu'une société d'exercice libéral a tout à fait le droit de réaliser des investissements avec la trésorerie qui est la sienne. Et ceci a été consacré par le Conseil d'État. Mais à plus long terme, la SEL, c'est bien, mais seul, comme je disais tout de suite avant, il faut envisager finalement d'y adjoindre une société holding patrimoniale pour pouvoir y réaliser du coup des investissements patrimoniaux qui, cette fois-ci, vont lui permettre de développer un patrimoine personnel dans l'objectif de pouvoir disposer à terme de compléments de revenus pour la retraite. Au sein du cabinet Prudentia, on a la capacité, via notre équipe pluridisciplinaire, finalement, de faire vraiment cette analyse et d'aller trouver des solutions qui seront adaptées pour nos praticiens. Assez schématiquement, on va avoir une société d'exercice libéral qui va faire remonter ses excédents, ce dont il n'aura pas eu besoin à titre personnel, dans la société holding patrimoniale. Et la société holding patrimoniale va ensuite pouvoir réinvestir ces sommes selon les souhaits du praticien, en immobilier, en financier, en fonction de son intérêt pour telle ou telle solution financière ou immobilière, et là encore en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse qui sera celle de l'impôt sur les sociétés. Alors dites-moi, si je comprends bien, on encapsule de la trésorerie, mais il faut bien la faire ressortir après. Alors, oui, même si je peux me permettre, cette analyse que l'on entend assez régulièrement, globalement, est erronée, dans le sens où, tout d'abord, il y a un décalage dans le temps entre le moment où on va thésauriser cette épargne et le moment où on va devoir la ressortir, puisque il va se passer 20 ans, 30 ans ou parfois 40 ans entre le moment où le praticien va thésauriser et au moment où il va avoir besoin de récupérer ses sommes sous forme de complément de revenu. Sauf que pendant cette période, finalement, les sommes qui n'auront pas été soumises immédiatement à imposition vont elles-mêmes pouvoir être placées, investies, et donc elles vont fructifier. Et ce qui fait qu'au global, on aura du coup des économies qui vont être réalisées grâce à ça. Deuxième point important, c'est que le médecin qui va capitaliser pendant de nombreuses années via cette société holding patrimoniale n'aura probablement pas besoin de récupérer le capital, il aura probablement besoin uniquement des intérêts, des revenus de ce capital. Et ce qui fait qu'en réalité, il n'aura pas besoin de ressortir la totalité du patrimoine, donc la fiscalité ne va pas s'appliquer sur la totalité du patrimoine qu'il aura accumulé. Enfin, chez Prudentia Patrimoine, nous avons des solutions pour ressortir ce cash avec une moindre pression fiscale. Par exemple, on va pouvoir envisager des donations avec réserve d'usufruit de part de la société holding à ses enfants, on va pouvoir envisager des solutions de démembrement sur des biens immobiliers ou sur des SCPI. Bref, il y a une multitude ensuite de solutions envisageables pour lui permettre de ressortir cette trésorerie accumulée sans subir autant de pression fiscale qu'il n'en a économisé en amont.
Merci Grégory Merci, Leclerc. Christelle. On le voit, ceci est très intéressant. Alors je vous propose de revenir une prochaine fois pour nous parler des placements que vous conseillez justement au sein de cette caisse personnelle de retraite. Avec grand plaisir. Merci Christelle. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Grégory Leclerc. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission consacrée à la retraite. Et d'ici là, prenez soin de vous.